Sud Radio Berkov dans tous ses états. Cela fait beaucoup parler, beaucoup polémiquer et à très juste titre. Le Sénat, en live, a organisé effectivement des séances, et c'était très important, et une commission d'enquête sur le thème déclaration, analyse et communication autour des effets indésirables des vaccins Covid-19, organisée par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Alors ça a commencé, il y a eu des interventions, beaucoup d'interventions, mais une a été particulièrement marquée, celle du docteur Amin Oumlil, responsable de la pharmacovigilance à l'hôpital de Cholet. On en parle avec lui tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Pour moi, c'est sûr, elle est Pfizer. Et moi, je suis encore au Moyen-Âge, avec mon masque sur le visage. Alors je crie, vaccinez-moi. La chanson célèbre désormais des goguettes, effectivement, sur le vaccin. Et effectivement, le Sénat a entrepris d'organiser une commission d'enquête qui a fait parler beaucoup de personnes, et notamment le docteur Amin Oumlil. Bonjour docteur. Bonjour Monsieur Berkov, je vous remercie. Ben écoutez, ravi de vous avoir à l'antenne. Je sais que vous avez parlé de faits, de choses, vous avez pris position. D'ailleurs, on vous connaît, on vous a déjà reçu à l'antenne, et là, vous avez dit un certain nombre de choses très précises. Justement, on a pris un petit sonore de votre intervention au Sénat hier. Écoutez. On prend le risque de porter atteinte à la dignité de la personne humaine. C'est juste pour vous montrer à quel niveau on se situe. C'est le nœud du problème. C'est pas le vaccin le problème. Le problème, c'est l'obligation de faire intégrer des gens dans un essai clinique de force. Alors, docteur Oumlil, je vais d'abord évidemment me faire l'avocat d'un certain nombre de gens qui disent « mais enfin, c'est pas possible, ça suffit de considérer qu'il y a trop d'effets secondaires, il y en a pas assez, il y a 3 à 4 milliards de personnes qui ont été vaccinées déjà depuis plus d'1 an, et vous prenez quelques effets secondaires ou indésirables et vous en faites une généralité. » Je ne parle pas seulement de vous, docteur Oumlil, c'est toute la querelle, la vraie polémique, et une vraie polémique qui oppose les uns et les autres. Alors, quand on parle de ça, au fond, et puis ce n'est pas par hasard que le Sénat a organisé une commission d'enquête, parce que ça devient de plus en plus important, ce qu'on signale un peu partout dans le monde. Alors, dites-nous aujourd'hui où on en est, et pourquoi vous êtes intervenu de cette façon, justement. Parce que tout simplement, je vous remercie, M. Berkov, je suis vraiment honoré de votre nouvelle invitation. La question que vous soulevez, on prend quelques effets indésirables et on ne généralise pas. Ouais. Et lors de ce débat contradictoire, les deux parties étaient d'accord sur un point, c'est-à-dire que quand on évalue un médicament, il y a deux façons de l'évaluer. Ouais. Il y a une évaluation au niveau de toute la population, et ensuite, il y a un deuxième niveau d'évaluation qui est très important, qui est au niveau de chaque individu. De par les risques propres de chaque individu, de par de l'état de santé de chaque individu. Et ce point-là, on était d'accord tous sur ce point-là. Donc, la question, on peut avoir un médicament qui est intéressant pour toute la population, mais il sera contre-indiqué chez certaines personnes. Oui. Et à l'inverse, on peut avoir un médicament qui est contre-indiqué dans toute la population, et il peut avoir un intérêt particulier dans une niche, dans une toute petite partie de la population. Pour certaines personnes, voilà. Et la question, c'est que vous savez bien que dans notre corpus juridique, et notamment dans le droit pénal, vous savez bien que le principe, c'est l'inviolabilité du corps humain. Oui. Et l'intégrité du corps humain. Et que l'intervention médicale, c'est l'exception. Et pour qu'on puisse intervenir sur un corps humain, au niveau médical, il y a des critères. Il faut un critère d'utilité, il faut démontrer un rapport, un bénéfice supérieur au risque, et il faut surtout un critère de proportionnalité. Donc, c'est-à-dire que si vous avez mal au doigt, on va pas vous faire un traitement sur tout le corps humain. Donc, on ne va pas vous faire un traitement sur le bras et les jambes, quoi. Enfin, par exemple, oui. En quelque sorte. Et si vous voulez, lorsque la personne est touchée personnellement par un effet indésirable, notamment grave, lorsque une famille perd un proche suite à l'administration d'un médicament, quel qu'il soit d'ailleurs, on sait bien que le problème, c'est le lien de causalité. Donc,
c'est très difficile d'établir la certitude de lien de causalité. Mais pour autant, on ne peut pas évacuer la question d'un revers de main. Et les questions qui ont été posées hier sur le lien de causalité, je suis désolé, moi j'ai listé toutes les questions. Vous avez maintenant l'avantage et l'OPEX a le mérite d'avoir organisé ce débat contradictoire que moi personnellement je réclame depuis le début de cette affaire. Vous avez les enregistrements, vous avez les deux parties qui se sont exprimées. Et donc, je vous invite à retranscrire par écrit toutes les questions que j'ai posées, qui sont des questions très précises. Oui. Mais personnellement, je n'ai pas eu la réponse. On a assisté de l'autre côté, et notamment par certaines personnes, à un discours qui a cherché à nourrir une appréciation d'ordre général. Et le professeur Fischer, par exemple, il a eu l'audace d'inverser l'imputation en disant que les trois personnes qui se sont exprimées étaient sur des opinions, alors que c'était lui qui était sur des opinions. Alors revenons. Et sur les effets indésirables, oui. On est dans un cadre d'essai clinique. Alors justement, revenons aux faits, peut-être, et pas aux opinions, justement. Ce que vous dites, vous, et ce que disent un certain nombre de médecins et de docteurs et d'experts à travers le monde, qui disent, au fond, ce que vous dites, si j'ai bien compris vos premiers propos, docteur Aminoun, c'est vous dites, écoutez, on a appliqué à la population entière disons des vaccins ou des médicaments, etc., qui auraient dû s'appliquer à ceux qui sont véritablement touchés et dont on sait qu'ils sont touchés. Est-ce que c'est un peu ça? Le vaccin, c'est ce que j'ai dit avant-hier, lors de cette commission, le vaccin s'adresse à des personnes qui sont a priori en bonne santé. Et la santé, la définition de la santé de l'OMS, il faut bien comprendre ça, c'est pas le fait de ne pas avoir de maladie ou d'infirmité, c'est le fait de bien vivre avec sa maladie. Vous avez des gens qui sont asthmatiques, et qui sont de très hauts sportifs, des sportifs de haut niveau. Donc, ce sont des gens en bonne santé, même s'ils ont une maladie. Et le vaccin, donc, si vous ne montrez pas le bénéfice, de façon formelle, rigoureuse, avec des preuves de haute qualité, ce sont les mêmes preuves que l'on a exigées de façon légitime pour des vieilles molécules, notamment l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, et on ne peut pas exiger des preuves de haute qualité pour ces molécules anciennes, et dans le même temps, généraliser l'administration d'un vaccin qui est toujours en essai clinique. Je vous rappelle que dans les données officielles, pour le vaccin du laboratoire Pfizer, par exemple, les agences européennes et nationales attendent des preuves complémentaires sur le bénéfice, sur le risque, sur la composition même du vaccin, et qu'ils attendent 2 rapports, un pour décembre 2023 et un pour juillet 2024. Donc, c'était prévu, ces rapports étaient prévus, vous voulez dire, c'est en expérimentation, ça devait être en expérimentation jusqu'à 2023-2024. C'est exactement ça. Le fait d'injecter le responsable de la task force vaccination nous a dit qu'il y a eu tant de millions de personnes injectées. Ce n'est pas le critère. Évaluer un médicament ne se fait pas sur le nombre d'injections. C'est la durée de suivi. C'est la durée du suivi qui est importante. C'est la mesure de l'effet. Si le laboratoire a estimé nécessaire d'attendre 2023-2024, c'est qu'il attend la mesure de l'effet à moyen et à long terme. C'est un minimum. C'est un minimum. Donc, tant qu'on n'a pas... C'est-à-dire, vous dites le nombre d'injections. Et en plus, il ne faut pas confondre le nombre d'injections et le nombre de personnes. Parce qu'une personne peut être injectée 2 ou 3 fois, voire 4 fois maintenant. Oui, c'est ce qu'on a dit. Donc, le nombre d'injections, il faut faire attention. Donc, c'est la durée. On peut injecter plusieurs personnes, des millions de personnes à un temps T0, mais il faut voir ce qui va se passer à temps plus 2 ans. Docteur Mulik, vous avez vu que la Haute Autorité de Santé, dans un avis rendu public hier, mercredi, recommande un rappel de vaccin contre le Covid-19 à l'automne pour les personnes les plus à risque de forme grave et notamment les plus fragiles à l'automne et les personnes de 65 ans et plus. Recommandation officielle de la Haute Autorité de Santé. Ben moi, j'ai été sur le site de l'ANSM, j'ai imprimé des documents le 19 mai. Oui. Le 19 mai 2022, sur le site de l'ANSM, le nombre de doses d'injection qui est précisé sur le site, et s'arrête à 2 doses. Jusqu'à aujourd'hui. L'autorisation de mise, l'autorisation de mise. De mise à la, oui, de mise sur le marché conditionnel d'urgence. Oui. Elle a établi un schéma vaccinal à 2 injections. Et le laboratoire, il a rajouté une phrase
pour quelques cas, au cas par cas, on peut aller jusqu'à 3. Mais les preuves d'évaluation chez l'être humain, ce qu'on appelle l'évaluation clinique, eh bien, on est toujours en attente de ces preuves. Donc, je ne sais pas comment ils font pour proposer 3e et 4e. Et si vous allez voir même la note d'alerte de consensus scientifique lui-même, qui date du 20 août 2021, il avait dit que pour la 3e dose, on n'a pas de preuves, on n'a pas de preuves d'efficacité du rapport bénéfice-risque favorable. Et je vais vous faire remarquer qu'hier, il y a une question qui est restée sans réponse sur les compositions du vaccin. Moi, j'ai toujours pas compris, j'ai pas eu ma réponse, comment on peut mettre sur le marché un vaccin dont la composition n'est pas complètement maîtrisée. Et donc, la directrice de l'Agence nationale de sécurité du médicament m'a répondu que la composition initiale est toujours là. J'ai les 3 compositions actuellement disponibles que j'ai imprimées du site de l'ANSM. Il y a 2 compositions pour l'adulte et une composition pour l'enfant. Et je suis désolé, la composition initiale qui a été mise sur le marché en décembre 2020 ne figure plus sur le site de l'ANSM. Et quand elle dit qu'elle a informé, moi personnellement, en tant que praticien hospitalier, je n'ai rien reçu. C'est moi-même qui a révélé cette pluralité de composition de ce vaccin lors d'une expertise que j'étais amené à faire dans le cadre d'une procédure judiciaire pénale suite au décès d'un jeune, et que j'ai découvert par hasard que la composition avait changé et qu'il y avait plusieurs compositions maintenant disponibles. Vous voulez dire, docteur Umlil, qu'il y a là, sur le site de l'ANSM, 3 compositions différentes? Il y a 3. La directrice de l'ANSM, elle a reconnu, effectivement, qu'il y avait maintenant 3 compositions différentes, 2 pour les adultes et à partir de 12 ans. Donc, il y a une composition adulte à diluer, une composition adulte prêt à l'emploi, et vous avez une composition pédiatrique pour les enfants de 5 à 11 ans. Et je vous rappelle aussi que Madame la sénatrice, Madame Braun-Müller, dès le début, elle a posé une question à laquelle on n'a pas eu de réponse. C'est-à-dire, elle a posé la question, comment se fait-il que des enfants, plus de 22 000 enfants, selon un article du journal Le Monde qu'elle a cité du mois de novembre 2021, comment se fait-il que ces enfants, ils ont été vaccinés avant l'autorisation de mise sur le marché? Même des enfants de 0 à 4 ans ont été vaccinés, avec des doses adultes. Et on n'a pas eu la réponse. Pourquoi? Comment se fait-il que des médecins ont injecté des enfants avant que les autorités sanitaires... De 0 à 4 ans, vous êtes sûr? Parce qu'il n'y a pas eu d'autorisation de vacciner les enfants de 0 à 4 ans. Eh bien justement, c'est la question que la sénatrice a posée d'entrée de jeu. Et on a eu... Vous avez l'enregistrement, M. Berkoff, toutes les questions précises posées, y compris par des sénatrices, Mme Braun-Müller notamment. On a eu... Ils esquivent les réponses. Donc, je vous invite à retranscrire les questions précises posées par les uns et les autres. Et vous allez remarquer qu'ils ne répondent jamais aux questions précises. Restez avec nous, docteur Umlil. Restez avec nous. Nous allons continuer cet entretien. C'est passionnant. Après une petite pause, à tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec le docteur Amin Umlil, pharmacien responsable de la pharmacovigilance à l'hôpital de Cholet. Docteur Umlil, quand même, cette question, juste un moment, parce qu'on va parler ensuite de l'avenir, mais cette question quand même de la sénatrice, je ne sache pas, mais alors parce que c'est une chose énorme dont personne n'a parlé. On aurait vacciné 20 000 enfants en France ou ailleurs, je ne sais pas où dans le monde, de 0 à 4 ans, parce que jusqu'à présent, les autorisations, c'était à partir de 5 ans, de 5 à 11 ans. Ça me paraît énorme, c'est pour ça que je vous repose la question. Oui, je vous invite à écouter la question de Madame la sénatrice. J'ai retrouvé l'article du Monde dont elle a parlé. D'accord, mais on va le faire. Qui m'a été envoyé la veille. Je le connaissais pas non plus. Il m'a été envoyé la veille par des parents. Donc, ce sont un article du Monde, les décodeurs. Le titre, vaccination contre le Covid-19. Qui sont les 17 000 enfants de moins de 12 ans déjà vaccinés en France? De moins de 12 ans, oui. J'ai pas fini. Oui, allez-y. J'ai pas fini. Oui. Quand vous lisez l'article, je vous invite à relire ce qu'a dit la sénatrice. Moi, je reprends ce qu'a dit la sénatrice. Oui, je comprends. Donc, une très grande majorité proche de 12 ans, ok. Et puis après, vous avez un histogramme. Et dans l'histogramme, il y a, une tranche de 0 à 4 ans, ensuite de 5 à 9 ans, et ensuite de 10 à 11 ans. Donc, il y a bien
il y a bien, je crois, plus de 4000. C'est l'histogramme, je vous le montre. Oui, d'accord. Oui, mais Voilà l'histogramme, en fait. Oui. Vous voyez bien l'histogramme? Oui. Est-ce que vous le voyez? Oui, on le voit. On le voit très bien. Voilà. D'accord. Donc, vous allez reprendre cet article du Monde et surtout, vous reprenez la question qui a été enregistrée de la sénatrice. De la sénatrice. Alors, docteur O'Neill, vous avez résumé la chose. Effectivement, il y a 2 dates qui posent question. 2023-2024, ça devait être effectivement la fin des expérimentations. On le sait. Eh bien, les vaccins ont été administrés bien avant aujourd'hui à plusieurs milliards d'êtres humains, comme on sait. Et vous, en fait, votre position, c'est de dire on ne tient pas assez compte ce qui se passe aujourd'hui, des effets secondaires, des effets indésirables. Alors, il y a effectivement, mais non, comme vous dites, il y a eu la discussion au Sénat, on en parle un peu partout. Est-ce que pour vous, et je sais que vous en avez parlé bien avant, et vous avez traité ça bien avant, est-ce qu'au fond, ça devient un sujet majeur? Est-ce qu'il y a eu effectivement fuite à l'avant? Est-ce qu'il y a eu mauvaise intention? Parce qu'on se dit, bon, on n'a pas des monstres qui nous gouvernent quand même. Qu'est-ce qui s'est passé là qui a fait que on n'a pas tenu compte de, comme vous dites, de l'évaluation et du temps, surtout, et du temps? Dans le rapport que j'ai fourni au sénateur, un rapport circonstancié la veille de mon audition, oui, et qui est maintenant accessible pour tout le monde. J'ai pas pu tenir parce que j'ai tellement été sollicité par plusieurs personnes, dont des élus, que maintenant il est disponible sous forme de livre pour qu'il puisse avoir accès à tout le monde. Le livre est en vente. Depuis fin avril, il est disponible. Donc ça s'appelle Vaccin contre la Covid-19, l'impossible consentement. D'accord. Parce que moi, depuis le départ, comme vous le savez, M. Berkoff, moi je suis pour la liberté, c'est-à-dire que moi j'applique que le droit, que la loi, rien que la loi. C'est-à-dire que pour moi, je ne suis pas contre de faire un pari biologique dans une situation d'urgence. Oui. Je ne suis pas contre. Par contre, je souhaite qu'on respecte la loi et qu'on ne vicie pas le consentement des personnes. Mmh. C'est-à-dire, si une personne veut se vacciner avec un produit qui peut évaluer, c'est son droit. Bien sûr. Si une personne, c'est ce qu'on appelle les rapports au risque. Il y en a qui ont plus peur du Covid, ils veulent se vacciner, c'est leur droit absolu. Et il y a des personnes qui ont plus peur du vaccin, ils ne veulent pas se vacciner, il faut respecter leurs droits. Donc c'est l'obligation qui cause problème, si vous voulez. C'est ça. Et l'information, le nœud du problème, le nœud du litige, c'est l'information. Et moi j'étais surpris d'apprendre que les affiches publicitaires qui ont été utilisées, qui diffusent un message qui est complètement contraire à la loi et aux critères requis par le Code de santé publique en matière d'information, j'étais étonné d'entendre le représentant de la Task Force Vaccination le dire qu'il a fait de l'humour. Donc je ne suis pas certain que les familles qui ont été touchées par des effets indésirables et dont ces familles ont le sentiment, je n'établis pas de lien de causalité avec certitude avec ces vaccins. Non, on ne peut pas le faire, bien sûr. Voilà, donc je ne suis pas certain que les familles qui ont entendu ça, l'humour, et qui sont touchées dans et qui sont en souffrance parce qu'ils ont perdu un proche, je ne suis pas certain qu'ils vont apprécier ce genre d'humour. Oui, et docteur Aminoum... Et ils ont dit, on n'a obligé personne à se vacciner. Oui, c'est ça. Or, chacun sait, et ça on le sait, avec le pass vaccinal, avant le pass sanitaire, et on sait très bien pour les 15 000 soignants qui ont été suspendus sans autre forme de procès, qu'au fond, si vous ne voulez pas vous vacciner, eh ben, le travail, les sorties, etc., ça va être beaucoup plus difficile. Ça, effectivement, pas de vaccination obligatoire, mais il faut le dire aujourd'hui, je crois, le pass vaccinal, ça a été le cache-nez de la vaccination obligatoire. Mais monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, monsieur Olivier Véran lui-même, il nous a expliqué que le pass, c'était une obligation déguisée. Oui, il l'a dit. Déguisée. Donc c'est quand même, les gens qui ne sont pas des techniciens du médicament. Donc vous avez un échange contradictoire. On peut supposer que les gens, ils ont été perdus dans les échanges techniques, etc. Bien sûr. Et là, vous avez un élément que tout le monde peut comprendre, que tout le monde a vécu dans sa vie quotidienne, pour manger un sandwich, les plages dynamiques, tout ce que vous voulez. Vous avez vécu quelque chose de concret, et tout le monde sait que les personnes ont été obligées de se vacciner pour pouvoir continuer de vivre à peu près normalement. Et là, ils ont eu l'audace de vous dire... On n'a obligé personne à se vacciner. Donc là, vous avez un élément qui permet d'apprécier
la bonne ou la mauvaise foi de tel ou tel parti. Vous avez d'ailleurs, je cite ici Olivier Véran, le pass est une forme déguisée d'obligation. On ne peut pas vivre dans la peur parce que des millions refusent de s'inoculer. Voilà, ce sont les paroles d'Olivier Véran, effectivement. Et comment vous voyez, juste une dernière question, docteur Omlil, la suite, c'est quoi? Continuer effectivement à discuter de ça, continuer à creuser, continuer à informer. C'est quoi la suite pour vous? C'est toujours, moi depuis le début, le nœud du problème, c'est l'information. Donc, je vous rappelle ce qui a été publié, je l'ai rappelé encore une fois. Moi, je ne comprends pas ce que l'ANSM des fois publie. Donc, il y avait une bonne nouvelle le 26 avril 2022 sur leur site. Ils nous disent, enfin, on a un article, bon usage des vaccins et des médicaments indiqués dans la Covid, mise en place d'une communication non promotionnelle à destination des professionnels de santé. Et là, vous avez le paragraphe, on a l'impression que c'est un permis de diffuser des informations inexactes. Je vous cite, « L'évolutivité permanente et rapide de la stratégie vaccinale ou thérapeutique, ainsi que des données de sécurité et de bon usage, est incompatible avec l'obligation de diffuser auprès des professionnels de santé une information exacte et à jour. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on est autorisé, on serait autorisé, de par la situation, à diffuser des informations inexactes et caduques. C'est pas possible de lire un truc pareil sur un site d'une agence nationale. Oui, et donc, pour répondre à votre question, la fuite en avant, depuis le début, je vous le dis, moi, j'ai assisté à un franchissement de règles. On a dépassé la ligne que j'aurais jamais pu imaginer un jour possible. Et j'ai l'impression qu'ils ont franchi, je ne sais pas, par la peur, j'en sais rien. Moi, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, mais j'ai l'impression qu'ils ont franchi une première porte qui s'est refermée derrière eux, puis une deuxième porte, puis une troisième porte, puis une quatrième porte. Et j'ai l'impression qu'ils ont du mal à rebrousser chemin. Ouais. Et donc, j'ai l'impression qu'ils font une fuite en avant. Et effectivement, ça pose question parce que ça nous concerne tous, comme vous dites, Amin Omlil. Merci beaucoup. Je sais, mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, j'ai assisté à une double peine, à l'effondrement des règles de prescription de mes règles pharmaceutiques qui étaient consacrées pendant des décennies. Et en plus, j'ai assisté à un délitement de toutes les règles, de toutes les dispositions qui vont des conventions internationales jusqu'à notre droit national, en passant par le droit européen, par tout ce que vous voulez. J'ai assisté à un véritable effritement des règles en matière d'information du public, notamment sur le rapport bénéfice-risque des médicaments. Donc tout ça, et tout ça, on en fera le bilan. En tout cas, merci Amin Omlil pour tous vos éclaircissements et on continuera d'en parler avec vous.